Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer sur BB24. Voici les titres. À moins de 48 heures de la rentrée des classes, les chefs d'établissement, enseignants et parents d'élèves se préparent déjà pour une bonne reprise des apprenants. Constat à suivre des préparatifs dans quelques écoles de Cotonou. Des avocats stagiaires à l'école du renforcement des capacités. Durant 4 semaines, ils ont découvert les principes directeurs du procès, de l'appel, des recours de droit devant les juridictions suprêmes. Enfin, on parle des mangroves qui absorbent le carbone et dont la protection et la conservation participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Vous le savez sans doute, c'est la fin des vacances. La reprise des classes est prévue pour lundi prochain. À l'occasion, les écoliers et élèves vont retrouver le chemin de l'école. Et à moins de 48 heures, la place est déjà au dernier réglage. Comment les chefs d'établissement, les enseignants et même les parents d'élèves s'activent-ils pour cette nouvelle année scolaire? C'est un constat de Alphonse Kbadé, Deogracias Fanisse, Iliad Bokovo et présenté par Ogias Niagli. La rentrée scolaire 2019-2020 est imminente. Et si pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi, elle se réveille petit à petit de son sommeil. Déjà, les établissements publics comme privés s'attellent pour une rentrée scolaire réussie. La rentrée se prépare très bien. Et certainement, les cours vont démarrer effectivement le 16 septembre prochain parce que les emplois du temps sont déjà prêts. Les professeurs, d'ici demain, vont avoir leurs emplois du temps. Ce matin, nous sommes en train de faire la réunion de rentrée pour le collège avec les professeurs, l'attribution des salles de classe, les informations utiles, la réglementation, l'emploi du temps, le recrutement pédagogique. Et après, ils vont s'éclater en atelier par matière et travailler et savoir par où commencer à partir du 16. Donc, c'est le sens de la rencontre de ce matin. Le travail a donc commencé pour les chefs d'établissements et enseignants, lesquels enseignants semblent physiquement et mentalement prêts pour effectivement débuter la nouvelle rentrée. Moi, je suis déjà prêt. J'ai déjà mis à jour mes fiches. On se prépare activement pour la prochaine rentrée. D'ailleurs, nous sommes à la fin d'un conseil de rentrée. C'est un conseil qui nous permet d'ajuster un peu les choses avant que la rentrée ne commence. Quant aux parents, pour des raisons multiples, ils préfèrent inscrire tôt leurs enfants pour éviter les bousculades dues aux affluences de dernière minute. C'est depuis la fin de l'année scolaire écoulée qu'il faut commencer par préparer l'année scolaire à venir. Donc déjà, les dispositions sont déjà prises de mon côté pour que tout se passe très bien. Déjà, je me suis déjà renseigné auprès de l'administration de l'école. J'ai pris déjà la liste des fournitures qui sont déjà disponibles. Il vaut mieux inscrire l'enfant plutôt qu'à la rentrée, on vous dise qu'il n'y a plus de place. C'est pour cela que j'étais arrivé pour inscrire mon enfant. Et je suis passé pour payer la première tranche. Si parents et enseignants font le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire, la balle est alors dans le camp des apprenants. 30 avocats décernés à la faveur de la 18e session de formation tenue à Cotonou par le Centre international de formation des avocats en Afrique, CIFAF. Venus de 14 pays africains ayant le français en partage, ils ont été outillés durant 4 semaines à mener à bien leur profession d'avocat. Les précisions. On les reconnaît souvent par leurs robes de couleur noire qu'ils arborent comme costume d'exercice professionnel. Les avocats ont pour principale fonction de défendre quelqu'un devant la justice. Hélas, ils sont de plus en plus sujets à de nombreux préjugés. Nous nous investissons beaucoup pour les clients et nous sommes des personnes incomprises. Les avocats sont incompris. Les suceurs de sang de petits pauvres, c'est comme ça qu'on nous voit. Et pourtant, ces hommes et femmes, sous le poids du serment prêté, s'efforcent d'accomplir leur mission avec abnégation, ceci souvent bien au détriment de leur famille. La vie du foyer, on fait un peu abstraction. On n'a pas le temps, bien sûr qu'on voit notre femme et nos enfants, mais moi, si je prends ma propre expérience, je n'ai pas vraiment vu mes enfants grandir. Ils sont arrivés à 18 ans, je ne m'en suis pas rendu compte.
30 jeunes avocats des 14 pays de la francophonie, conscients des contraintes liées à leur choix de carrière, ne rebroussent cependant pas chemin. Afin d'être mieux outillés, ils ont pris part à cette formation du Centre international en Afrique pour la formation des avocats francophones. Une session dont la clôture a connu l'évaluation des participants en art oratoire. C'est le Sénégal qui remporte la première place devant la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et à la fois un sentiment de satisfaction et de bonheur que je ressens aujourd'hui d'avoir remporté ce premier prix du concours de plaidoirie du CIFAF. Nous avions une grille pour arriver à départager les candidats. Ce que nous avons d'abord observé, c'est la compréhension du sujet, l'exposé du plan. On a jugé aussi, surtout, la présence de l'avocat dans le prétoire, sa façon de bouger, sa façon de présenter les choses, sa façon de montrer la conviction qu'il peut avoir du sujet. Comme quoi, être avocat est bien plus qu'un métier, être avocat est une fonction. Si les médecins font le serment d'Hippocrate, les avocats font quant à eux celui de Badinter. Une nouvelle brève à présent. Le bureau de la 6e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin a été installé cette semaine à la Maison des médias de Cotonou. Composé de 14 membres, ce nouveau bureau est présidé par Évariste Khodonou. Cette mandature s'est donnée pour mission de sortir la presse béninoise de la précarité qui le caractérise et de travailler à diversifier les sources de financement des entreprises de presse et ainsi faire renaître la presse béninoise. Vous avez certainement entendu parler des mangroves. C'est un écosystème de marais maritimes incluant un groupement de végétaux spécifiques, des zones remarquables de par leur richesse et leur capacité d'absorption du carbone. En somme, une richesse à préserver. Maxence Ogou, ingénieur agronome, nous parle de l'utilité des mangroves. Il est au micro de Amandine Agnabossou. Les mangroves, en termes d'utilité, on peut d'abord voir le dispositif. Avec les racines de chasse, ces mangroves, sinon les palétuviers permettent la reproduction des poissons et de beaucoup d'autres espèces ressources halieutiques. Et les mangroves permettent l'accueil des oiseaux qui quittent les zones de fraîcheur de l'autre côté pour venir passer un temps, le temps de se reproduire ou d'éviter quand même le froid. Et ces mêmes mangroves sont les lieux où beaucoup d'espèces, les lézards, les crabes, se développent. Mais la plus grande menace, c'est beaucoup plus l'action de l'homme et action centrée sur la coupe. La coupe pour diverses activités. Et pour une gestion durable, la première chose, c'est d'abord éviter la coupe. Et éviter la coupe, ce n'est pas annuler la coupe, mais c'est organiser la coupe de manière à ce que ça ne nuise pas à la ressource. Faire en sorte que les populations comprennent l'utilité de cet écosystème de mangroves et travaille pour sa préservation. Et travailler pour sa préservation, c'est développer des activités non en conflit avec la destruction des palétuviers et autres espèces de mangroves. Et de l'autre côté, il faudrait que les tests qui régissent la gestion de ces écosystèmes, que ces tests soient également mis en application pour permettre à la population de comprendre que oui, éduquer, c'est une bonne chose, mais il faudra également respecter la réglementation en vigueur dans le pays. Au Sénégal, à présent, le programme d'urgence de développement communautaire vise à contribuer à l'amélioration de l'accès des populations rurales aux services sociaux de base à travers la mise en place d'infrastructures socio-économiques. L'initiative plaît à certains pays de la sous-région. Ils étaient dans quelques localités bénéficiaires du programme. Plus de détails avec nos confrères de la RTS. Koba Diop, symbole de l'impact du PUDC sur le monde rural. Située dans le département de Diourbel, cette petite bourgade du Baol a beaucoup profité des interventions du programme d'urgence de développement communautaire.
En témoigne ce moulin à mil qui est désormais fonctionnel 24 heures sur 24 et ses poteaux électriques. Pour témoigner leur reconnaissance au gouvernement, les populations ont dû cesser toute activité agricole ce matin. Sous l'arbre à palabre, elles expliquent comment les problèmes de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à l'allègement des travaux des femmes sont aujourd'hui réglés par le PUDC. Leurs interlocuteurs sont du Libéria et de la Sierra Leone, venus au Sénégal pour s'inspirer du modèle PUDC. Mais il n'y a pas qu'à Kobo Diop où le PUDC fait école. À Darou Ndiaye aussi, dans le département de Gossas, région de Fatick, les réalisations du programme impressionnent les visiteurs. On a été impressionnés par ce projet que gère et coordonne le programme des Nations Unies pour le développement. Et nous sommes donc venus avec plusieurs ministres pour voir par nous-mêmes, de nos propres yeux, ce qui se fait dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire. Le développement, c'est ça, c'est pour le peuple. Il s'agit de faire quelque chose pour la communauté. Vraiment, je félicite les Sénégalais d'avoir pris le taureau par les cornes. Ici, comme dans les autres villages, le programme a réussi à organiser les populations pour la gestion des équipements et autres infrastructures, un modèle de gestion communautaire qui fait tache d'huile en Afrique. Dans mon pays, je suis en plein réforme institutionnelle pour savoir comment réformer le ministère de l'hydraulique pour pouvoir apporter de l'eau dans les zones rurales. Or, je vois ici qu'ils sont parvenus à faire une espèce de participation communautaire par laquelle ce sont les personnes elles-mêmes qui gèrent les infrastructures rurales d'hydraulique. Operation and maintenance to the rural communities. Cette visite nous a permis de savoir que les objectifs du développement durable et le programme de l'Union africaine pour l'agenda 2063, on peut les régler plus facilement en s'inspirant d'un programme comme celui-ci. Libéria et Sierra Leone, deux pays ouest africains sur le modèle sénégalais en matière d'infrastructures rurales. La coopération sud-sud est bien en marche. Mettre tous ces services, toutes ces infrastructures dans un programme pour l'équité sociale, l'équité territoriale et aussi pour le développement communautaire, bien sûr, constitue un exemple qui peut être répliqué par tous les pays qui, bien sûr, sont confrontés à ces mêmes problèmes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous recevons ces deux délégations pour leur montrer effectivement ce que nous avons pu faire, la genèse du programme, sur les résultats, sur son utilité et sur les perspectives. Nous sommes en train de travailler sur la deuxième phase. Il y a certains contrats qui sont signés. À la fin de l'hivernage, les travaux vont démarrer pour la deuxième phase. Le PUDC est désormais un modèle à exporter. À ce jour, plus d'une dizaine de pays sont venus s'inspirer du programme. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à toutes et à tous.